L'image est inédite. Les premiers pas d'un président américain en exercice sur le sol nord-coréen. Kim Jong-un a répondu à l'invitation de dernière minute du président américain. Dans la très surveillée zone démilitarisée entre les deux Corées, les dirigeants ont voulu montrer les signes d'un rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Notre excellente relation continuera à créer de bons événements auxquels les autres ne s'attendent pas. Je suis convaincu que ce seront des pouvoirs mystiques qui nous aideront à surmonter tous les obstacles. Pour l'instant, elle aurait été placée aux arrêts domiciliaires, ce qui veut dire que la capitaine allemande du Sea-Watch est assignée à résidence. Carola Rackete devrait être présentée à un juge en début de semaine dans un tribunal du sud de l'Italie. Son arrestation, après avoir forcé le blocus italien des ports fermés, commence en tout cas à prendre une tournure diplomatique et fait réagir au plus haut niveau, notamment en Allemagne. L'Italie n'est pas n'importe quel pays. L'Italie est au milieu de l'Union européenne. C'est l'un des États fondateurs de l'Union européenne. Et on pouvait donc s'attendre à ce qu'un pays comme l'Italie traite différemment un tel cas. Martin Fayulu a sa mine des mauvais jours, furieux que son cortège et la manifestation que sa coalition avait prévue soient empêchés. L'opposant tente bien de négocier son passage. Peine perdue, les policiers sont déterminés à s'opposer à toute tentative de marche. Et pour l'empêcher de repartir, les forces de l'ordre iront même jusqu'à crever les pneus de l'ex-candidat à la présidentielle. Ses partisans sont bastonnés, sans ménagement. Ma fille a commencé à jouer au ballon à 9 ans, dans la rue, avec les garçons, en cachette, en raison de l'opposition de ses parents à sa passion du football. Je voulais une fille et maintenant que je l'ai, elle se met à jouer au foot. C'est pourquoi je la frappe. J'étais prête à encaisser des coups parce que j'aimais vraiment le football. Depuis mon enfance, rien n'existe pour moi en dehors du football. De guerre lasse, ses parents ont fini par céder. Si je vois un parent qui empêche sa fille de jouer, je lui dirai de laisser faire. Car c'est par ignorance que nous interdisons que l'on agisse ainsi. Deuxième partie de notre édition, ce matin avec Territoire d'Info et l'invité politique en direct sur ce plateau, c'est Sébastien Chenu. Bonjour Sébastien Chenu, vous êtes porte-parole du Rassemblement National et député du Nord. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Pour vous co-interviewer à mes côtés, Marcelo Vesfred du Figaro, bonjour. Et Pascal Jalabert du groupe EBRA qui représente le Dauphiné sur ce plateau ce matin. Bonjour Pascal. Sébastien Chenu, on a vu Nicolas Sarkozy intervenir à la télévision d'ailleurs hier soir, parlant de son livre Passion avec un S. Est-ce que vous y croyez vous au non-retour dans la politique active de Nicolas Sarkozy? Tout le monde se pose la question, moi j'ai envie de vous la poser ce matin. Oui, moi j'ai très envie de lire ce livre parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le regard d'un homme qui a échoué sur ceux qui lui succèdent. Ça aurait pu d'ailleurs s'appeler Déception. Ce bouquin de Nicolas Sarkozy, vous savez, moi j'ai fait partie des électeurs de Nicolas Sarkozy par 2 fois. Donc j'ai quand même eu le sentiment... Rappelez aux téléspectateurs, vous avez appartenu aux Républicains. Voilà, donc j'ai quand même eu le sentiment de me faire avoir par 2 fois. Et voir revenir Nicolas Sarkozy nous distiller, si ce n'est des leçons, en tous les cas porter un regard sur ses successeurs, me laisse un sourire parce qu'on a le sentiment que Nicolas Sarkozy parle plus de lui-même que de la France. Et ce narcissisme permanent est quand même un peu gênant. Quand on a le bilan de Nicolas Sarkozy, c'est sûr qu'après il a été suivi par François Hollande, alors dans la course aux déceptions, ils étaient plusieurs sur la ligne de départ, mais quand on a le bilan de Nicolas Sarkozy, je pense qu'il faudra avoir un peu de retenue pour venir faire la leçon à l'ensemble de la classe politique. Après, ce non-retour, vous y pensez? Oui, mais personne n'y croit. Nicolas Sarkozy, on le sait, rêve, meurt d'envie, comme avant lui d'ailleurs les anciens présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, François Hollande, etc. Ils rêvent tous de devenir des recours alors qu'ils ont été sanctionnés par les Français parce qu'ils les ont déçus. C'est ce narcissisme permanent qui est peut-être l'une des maladies les plus importantes de la classe politique. Marcelo. Alors au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, quand vous voyez Marion Maréchal dîner il y a quelques jours avec des élus issus des Républicains, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne brouille pas un peu votre message de voir ce rapprochement entre vos 2 familles?
Non, au contraire, moi je pense que tout ce qui peut faire tomber les cloisons, les murs, les barrières entre des gens qui aspirent à redresser la France, eh bien, vous savez, c'est pas d'ailleurs uniquement une problématique française. Je regardais en Allemagne, Monsieur Gauck, qui était le président de la République allemande, qui n'est pas très connu, eh bien, il a appelé la CDU, dont il est issu, à parler avec l'AfD, qui sont, nous, nos partenaires allemands. Donc aujourd'hui, on voit bien que nous sommes le Rassemblement national, les personnalités du Rassemblement national, les idées que nous portons au centre du jeu, parce que par 2 fois les Français nous ont mis en tête ou en tête de l'opposition dans ce pays. Donc nous sommes le point central de l'opposition, et qu'on aspire à savoir ce que nous pensons, à vouloir travailler avec nous, à échanger avec nous, me semble tout à fait légitime. Ça veut dire qu'aux prochaines municipales, il y aura des listes possiblement avec du Rassemblement national et des personnalités de droite, des autres partis de droite. Alors, il n'y aura pas d'alliance en tant que telle, parce que d'abord, nous ne proposons pas à des partis politiques, à des vieux partis politiques comme les Républicains, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne soient pas en très grande forme, de s'allier avec nous. D'abord, leurs dirigeants ne le souhaitent pas. Ils sont fascinés par Emmanuel Macron et ils iront... Localement, au cas par cas. Et vous le verrez d'ailleurs, Marc-Philippe Daubresse à Lille, c'est l'élu du Nord qui vous parle, a fait déjà des offres de services à La République En Marche. Donc il y a une espèce de collaboration industrielle avec La République En Marche qui est en train, du côté des Républicains, de s'installer. Mais localement, nous, on va tendre la main, continuer à tendre la main aux électeurs, aux militants, aux adhérents des Républicains qui sont sincères, mais pas seulement. Parce que, et là encore, j'en profite pour reprendre cette casquette d'élu du Nord, nous ouvrirons largement nos listes aussi à des gens, à des élus, à des responsables de partis politiques dits de gauche, socialistes, communistes, des syndicalistes, etc. Il y en aura également parce que les municipales, et ça a toujours été le cas, il n'y a rien de surprenant, c'est la capacité à rassembler et à dépasser son étiquette politique. Tous les maires s'ouvrent à des gens qui n'ont pas de carte dans des partis politiques. Eh bien, nous, pour conquérir des villes, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, nous ouvrirons très largement. Alors, dans l'actualité, au-delà du cas franco-français, l'Union européenne vient de signer un accord avec le Mercosur, les pays d'Amérique du Sud. C'est plus de débouchés pour nos marchés, c'est moins d'union douanière, enfin moins de barrières douanières, pardon. Et Jean-Claude Juncker, le président de l'Union européenne, a dit que c'était un moment historique, je le cite. Ouais, c'est l'accord de la honte. C'est l'accord de la honte, cet accord du Mercosur, parce qu'on nous le vend comme étant favorable à l'industrie, sauf qu'on oublie de nous dire que cet accord, il va tuer, ruiner définitivement notre agriculture. Alors c'est un choix qu'a fait Emmanuel Macron. À partir du moment où il a accepté cet accord avec ces pays, Brésil, Uruguay, Paraguay, Argentine, et il accepte le déversement de 99 000 tonnes de bœuf fait dans ce qu'on appelle franchement des usines à viande dans ces pays-là, sur notre territoire. Mais réciproquement, c'est plus de débouchés pour nos voitures, notre chimie, notre pharmacie. C'est ce qu'on nous vend aujourd'hui, mais au prix de la mort de notre agriculture. Donc si vous voulez, j'ai quand même un peu de mal à croire en la sincérité d'un président de la République qui nous dit qu'il va protéger l'agriculture française, protéger l'environnement, car je vous rappelle que en ce qui concerne l'industrie des pays que j'ai cités, les industries des pays que j'ai cités, ils sont quand même souvent en flagrant délit de développement des hormones, de déforestation, d'atteinte forte à l'environnement. Au Brésil, dont le président est accusé de saccager l'Amazonie, un président dont vous avez salué l'élection, M. Bolsonaro. Nous ne l'avons, ce président de la République, enfin de la République brésilienne, ce président du Brésil ne mène pas la politique que nous souhaitons pour notre pays. C'est un président ultra-libéral et nous l'avions dit, j'avais d'ailleurs dit même ici que nous ne soutenions pas les propositions en matière de développement économique de Bolsonaro. Et aujourd'hui, nous ne souhaitons pas voir cette tendance, j'allais dire, à saccager l'agriculture française, à saccager un modèle auquel nous tenons, soutenu par le président de la République à travers cet accord du Mercosur. Il faut comprendre quand même quelque chose, c'est que même les députés En Marche au Parlement européen sont en train, Pascal Durand a dit, c'est un jour funeste que le jour de cet accord, sont en train de s'opposer à cet accord. Il sera validé par un vote au Parlement européen. On pourra voir au pied du mur qui le soutient. Mais les clauses, par exemple, on nous dit qu'il y a des clauses qui permettent de préserver, etc. Elles sont terriblement faibles, ces clauses. Alors on va voir, cet accord, il va se développer, mais moi je pense que c'est l'accord de la honte parce qu'il est fait sur le dos des agriculteurs français et en fait le président de la République a choisi
il a choisi de sacrifier l'agriculture française. C'est Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national, qui est notre invité politique ce matin en direct sur ce plateau. On va parler un peu canicule et pollution. Vous avez fait des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues. Vous avez dit arrêtons de culpabiliser les Français sur la pollution. Puis vous avez réitéré la canicule. Ce gouvernement brasse beaucoup d'air. Vous ne pensez pas que ça a été quand même une préoccupation majeure des Français pendant quelques jours et qu'ils ont vu concrètement les effets de cette canicule, de ce réchauffement climatique et donc de cette pollution? Mais évidemment que c'est et l'économie du pays en a été affectée évidemment également. que c'est une préoccupation majeure des Français. La canicule, elle impacte très fortement le quotidien des Français. Et moi, je salue d'ailleurs tous les personnels, notamment dans les EHPAD, dans les écoles, etc., qui se sont mobilisés. Simplement, on a l'impression qu'aucun fait politique, économique n'est assez fort pour venir prendre le pas sur cet événement climatique. Par exemple, on n'a pas parlé de l'attaque d'un commissariat dans l'Eure au cri de Allah Akbar. C'est les médias là que vous dénoncez. Mais bien sûr, plutôt que le gouvernement dans ces cas-là. Non, mais le c'est une gouvernement. Question de priorité Le gouvernement. Écoutez, il y a quand même une espèce de course à l'échalote médiatique sur la canicule qui devient non pas risible, mais un peu caricaturale. C'est mademoiselle Greta Thunberg qui devient le maître à penser de la classe politique mondiale. Alors voilà, il faut s'incliner devant cette adolescente qui débite des banalités d'ailleurs en réalité, et tout le monde trouve ça extraordinaire. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une problématique sérieuse, et c'est que le gouvernement a transformé une problématique climatique en une problématique, on a fait une problématique politique pour dire regardez comme on gère très bien tout ça. Bon, très bien, enfin... Ça a été bien géré selon vous d'ailleurs Écoutez, ça a été correctement géré, mais je note par exemple localement qu'il y a des questions qui se posent. Moi, j'ai découvert, voyez-vous, je suis élu à Denain, que toutes les écoles ne sont pas traitées de la même façon, que les écoles privées n'ont pas le droit au même plan canicule que les écoles publiques. Donc ça pose encore des questions dans notre pays, les déclenchements du plan canicule. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une problématique réelle, celle de l'environnement, celle du climat, et puis derrière, il y a la surargumentation médiatique du matin au soir, avec, comme je vous le disais, une enfant de 16 ans qui devient le maître à penser d'une classe politique mondiale. Ça me laisse quand même dubitatif sur la capacité qu'ont nos élus à réellement entreprendre une politique de protection du climat. Pascal Jalabert. Oui, dans l'actualité aussi, ce week-end, ce bateau de migrants à Lampedusa avec Carola Rackete, la capitaine donc, qui a été arrêtée, et ça fait l'objet d'une grande émotion et d'un grand élan de solidarité. Vous l'auriez arrêté, vous soutenez l'Italie ? Non mais Matteo Salvini est à la tête, en tout cas pas à la tête d'un gouvernement, il est ministre de l'Intérieur dans un gouvernement démocratiquement élu. 61% des Italiens ont indiqué qu'ils étaient opposés à l'arrivée du bateau Sea-Watch. On ne peut pas accepter, c'est je crois la logique d'une démocratie, que des gens viennent vous mettre devant le fait accompli en vous imposant leur vue, alors même que le gouvernement italien indiquait qu'il ne souhaitait pas voir accoster sur ses côtes ce bateau de migrants. Ce gouvernement, je le répète, a été élu démocratiquement. Qu'est-ce qu'on fait des 42 migrants qui on peut soigner des individus quand il y a des problèmes sanitaires, leur tendre la main, mais on les raccompagne ensuite d'où ils viennent. Ils n'ont pas vocation à venir parce que la logique de tout cela, c'est que demain, ce sera un second bateau, puis 10, puis 20, et que vous avez des ONG qui mettent les gouvernements démocratiquement élus devant le fait accompli. Ce n'est pas acceptable. Il y avait quand même 15 jours de tergiversation pour savoir ce qu'on faisait de ce bateau. La France, elle condamne, elle parle même d'une stratégie d'hystérisation à propos de ce que fait l'Italie. Oui, mais la France, au lieu de donner des leçons à la terre entière, M. Macron, au lieu de donner des leçons à la terre entière, de parler d'hystérisation, ferait mieux d'avoir une politique claire en matière migratoire. Donc, d'un côté, le gouvernement nous dit on va être très très ferme, mais il accueille les migrants dès qu'il le peut. Il ouvre d'ailleurs le regroupement familial dès que possible. Bon, je veux dire, la France a une politique brouillonne en matière d'immigration, et elle donne des leçons à des gouvernements qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont une politique et une ligne qui est très claire. Dans la ligne très claire, les Italiens veulent que la France prenne sa part des migrants qui arrivent chez eux. Ça, vous êtes d'accord ? Non, mais Matteo Salvini défend l'intérêt de l'Italie. Moi, j'aimerais avoir un président qui défende l'intérêt de la France. Or, je note qu'Emmanuel Macron fait un pas en avant, un pas en arrière en ce qui concerne l'accueil des migrants. Il est plutôt enclin à les accueillir. Nous considérons que c'est une faute. Nous considérons que ce n'est pas la politique qui doit être menée. Elle doit être claire et efficace pour défendre l'intérêt de la France. Mais on a bien compris depuis longtemps que l'intérêt de la France et Emmanuel Macron, ça faisait deux.
Pascal Gelabert. Oui, toujours sur l'Europe. Depuis 2 jours, elle se cherche un gouvernement, la Commission, les autres postes. Quel regard portez-vous là-dessus? Écoutez, on nous avait vendu une Europe dans laquelle tous ces gens pro-européens et libéraux vivraient une lune de miel extraordinaire, que nous ne réussirions pas à nous entendre et que ferait avancer l'Europe à grands pas. C'est un foutoir abominable. Alors Emmanuel Macron est complètement démonétisé. Je rappelle que même le représentant de la CDU a rappliqué qu'il n'y avait plus d'axe franco-allemand. Donc Emmanuel Macron est complètement isolé, y compris d'ailleurs sur le traité du Mercosur. C'est un président isolé. Vous avez des gens qui se disputent des postes au vu et au su de l'ensemble des Européens. Et puis vous avez des élus La République En Marche qui se permettent de dire qu'ils feront barrage au fait que des députés issus du Rassemblement National ou de notre groupe Identité et Nation puissent accéder à des responsabilités parce que nous sommes avoir quoi, nombreux. 2 commissions, c'est ça? 2 présidences de commission. Et vous avez La République En Marche qui est arrivée derrière nous et qui visiblement dit non, on ne respecte pas la démocratie. Ces gens-là, en parlant de nous, n'ont pas à avoir de responsabilité. Nous comptons peser. Nous souhaitons peser et nous assumerons toutes les responsabilités que nous pourrons assumer au sein du Parlement européen. Mais les gens qui dénient la démocratie et qui découvrent leur vrai visage, vont-ils refuser par exemple le soutien de M. Orban à Michel Barnier pour la présidence de la Commission? Ce sera intéressant de voir jusqu'où ils sont perpétuellement en incapacité de défendre les intérêts français. Donc voilà, nous souhaitons peser au sein du Parlement européen. On voit que ces gens-là sont incapables de s'entendre. Ça fait quand même un petit moment que ça dure et que de l'autre côté, la politique française, l'image de la France est très clairement abîmée par les contorsions présidentielles. L'actualité internationale est vraiment très chargée. Ce week-end, c'était aussi les premiers pas d'un président américain, Donald Trump, en Corée du Nord. Comment vous qualifieriez ce président américain? On avait entendu des choses assez dures quand il a été élu. Aujourd'hui, vous dites c'est quoi? C'est un modèle? Il est étonnant. Donald Trump est étonnant et je pense que ça pourrait faire consensus. Il est étonnant parce qu'il est beaucoup insulté et méprisé vu d'Europe. Mais moi, je note qu'un président américain je crois qu'il est le premier président américain, va en Corée du Nord, est accueilli de cette façon-là, fait bouger un certain nombre de codes, défend évidemment l'Amérique avant toute chose, mais c'est son boulot, c'est son rôle. Eh bien, ça étonne et il a probablement pensé, incarné, il incarne une nouvelle façon de défendre les intérêts américains. Il faut, j'allais dire, s'adapter à ce président étonnant, mais force est de constater qu'il le fait avec une certaine efficacité et que les Américains semblent lui en être gré. Pour revenir à la France, le prochain grand débat à l'Assemblée nationale, c'est la bioéthique avec l'ouverture de la procréation médicale assistée à toutes les femmes. Quelle est votre position là-dessus? On ne vous a pas entendu. Oui, c'est un débat intéressant. Dans ces lois de bioéthique, il n'y a pas d'ailleurs que la PMA. Oui, il y a également le don d'organes, etc. Des problématiques très sensibles. Nous sommes aujourd'hui opposés à la PMA. Pas sur l'idée qu'on ne peut pas, quand on est un couple homo, élever des enfants. Ce n'est pas l'histoire de la parentalité. C'est pas l'histoire du désir d'enfant. Ça fait partie probablement de la constitution humaine que de désirer avoir des enfants. Mais dans l'intérêt de l'enfant, aujourd'hui, la PMA nous semble porteuse de 2 difficultés. L'accès à la filiation. Anonymisation du donneur, accès au donneur, etc. Est-ce que le donneur sera volontaire pour ça? Bon, ça pose ces vrais problèmes de filiation. Et puis de l'autre côté, une rupture d'égalité juridique, car si demain les couples de femmes ont accès à la PMA, eh bien les couples d'hommes demanderont la même chose, ils ne peuvent pas avoir accès à la PMA, et donc ce sera l'ouverture de la GPA, qui pose des vrais problèmes quasiment philosophique, de marchandisation du corps. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité, évidemment, de soutenir ce texte. Sébastien Chenu, Jordan Bardella est devenu 2e vice-président du Rassemblement national, votre parti, il a 23 ans. Je voulais vous demander s'il y a le même genre de course au pouvoir, d'ambition au Rassemblement national que ce que vous avez connu chez les Républicains. Non, je ne crois pas, parce que d'abord, vous savez, nous, on est un mouvement assez moderne, vous l'avez dit. Il a 23 ans, Jordan, il est vice-président du parti. Marine Le Pen est une femme, elle est présidente du parti. Ce qui veut dire que nous sommes en réalité très loin de tous ces vieux partis qui ont mis du temps à faire accéder des jeunes et des femmes aux responsabilités. Cette accession éclair, ça ne crée pas de problématique de concurrence? Mais on a toujours fait ça. Le plus jeune sénateur, la plus jeune députée à l'époque, Marion Maréchal, encore aujourd'hui, Ludovic Pajot. Marine
Marine Le Pen a toujours misé sur la jeunesse, a toujours donné des responsabilités aux plus jeunes. Et je crois que c'est aussi cette capacité à se projeter dans l'avenir, à préparer l'avenir, à ne pas attendre, à ne pas s'accrocher comme certains au pouvoir. Marine Le Pen est un leader jeune, elle a 50 ans, c'est une femme, je l'ai rappelé, mais nous avons toujours encouragé des jeunes et des gens qui, parmi nos élus d'ailleurs, travaillent, ne sont pas tous des professionnels de la vie politique. Nous sommes le parti politique qui a le plus d'élus qui ont un job à côté et qui ne vivent pas de la politique. 23 ans, c'est pas très jeune, au fond ? Non, mais vous savez... Regardez votre parcours. Non, je pense qu'on peut être un bon général à 23 ans. L'histoire nous l'a démontré. Merci Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, d'avoir été notre invité. Merci Marcelo Westfred et Pascal Jalabert. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Au revoir, merci. Sébastien Chenu quitte ce plateau et font leurs entrées. Marcelo... Pierre Dumazot. Bonjour. Westfred vient de quitter ce plateau et Guillaume Doyen. Bonjour Guillaume, vous étiez là dans la première partie de cette émission. Alors, Pierre Dumazot, Nicolas Sarkozy vient de sortir un livre, Passion, avec un S au pluriel. Il ne veut pas rajouter de la confusion, mais enfin, tout de même, il y en a un tout petit peu. On vient d'en parler avec Sébastien Chenu. On va écouter Nicolas Sarkozy hier soir à la télévision, puis on revient sur cette intervention médiatique du président à propos de l'ancien président à propos de son livre. Voir dans la vie, sans doute, c'est d'ailleurs plus difficile, où est sa place. Ma place n'est plus dans la vie politique partisane. Et ce livre n'est pas un livre politique. Je n'ai pas de calendrier politique. Alors, je peux le dire jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez me croire, pas me croire, mais on ne peut pas empêcher les gens, et je leur suis très reconnaissant de cette fidélité et de cette sincérité. Mais aujourd'hui, ma place n'est plus là. Elle n'est plus là définitivement. Parce que dans la vie politique partisane, si je revenais, ça amènerait de la confusion et il n'y en a vraiment pas besoin. Alors en même temps, j'ai vu 78% des Français sont opposés à son retour, donc il n'y a pas non plus un appel. Il n'y a pas non plus un appel massif. Alors selon ce sondage, moi je note l'expression vie politique partisane. Ça ne veut pas dire vie politique tout court. Donc un retour au sein des Républicains, effectivement, ça semble complètement fou de son point de vue. Mais c'est tout le paradoxe pour moi de Nicolas Sarkozy. C'est effectivement vouloir ne pas créer de confusion, mais être là, vouloir revenir sans revenir. Je pense qu'il attend en fait qu'on l'appelle, qu'il soit un recours, Nicolas Sarkozy, pour qu'il revienne. En tout cas, il a été vacciné de l'exercice de la primaire, qu'il a perdu en arrivant 3e. Donc, s'il revient, et je pense que quand même il veut revenir, ce sera en dehors des Républicains et certainement pas avec une primaire qui l'opposerait avec soit ses anciens ministres, soit des porte-paroles qu'on a vus pour les européennes par exemple. Guillaume Doyen, c'est l'éternel non-retour pour Nicolas Sarkozy. Oui, mais en fait pour lui, Sarkozy est politique si vous voulez, c'est sa nature. Il n'y peut rien, il est comme ça, il attend son heure et là il attend en effet d'être appelé. Je pense qu'il se révèle le mieux dans les crises les plus graves et c'est probablement ça qu'il cherche à anticiper, si vous voulez. Donc, vie politique partisane, non, aller s'embêter avec LR qui est au bord du gouffre, certainement pas. Mais en revanche, être appelé un jour pour sauver la France de je ne sais quel péril ou de je ne sais quelle crise, c'est effectivement le moment qu'il attend. Pierre Dumazot, dans le monde, on a des cas de présidents qui se présentent à la présidentielle et qui ne sont pas très jeunes. Regardez Donald Trump, tout simplement, on vient d'en parler il y a un instant. Son concurrent démocrate, celui qui semble se dégager des sondages aux États-Unis, Joe Biden, l'ancien vice-président des États-Unis de Barack Obama, à 76 ans. Donc, au fond, ce dégagisme dont on a tant parlé là, pendant la campagne présidentielle, ce renouveau dans la politique, il n'est pas patent partout. Non, il n'est pas tant partout, comme vous dites. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense qu'en France, il y a eu, avec Emmanuel Macron, une volonté radicale de changement. On en pense ce qu'on veut, mais on voulait changer. Je pense qu'aujourd'hui, l'âge n'est absolument pas un critère. Et je pense même, quand on a vu la nouvelle vague des députés En Marche aller à l'Assemblée, je pense même qu'il y aura un retour à l'expérience, un retour au terrain et un retour au territoire. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. On verra
la couleur et la nature de la prochaine Assemblée nationale. Mais on va voir d'abord dans les mairies, à mon avis, il n'y aura pas un dégagisme incroyable, c'est-à-dire que les maires sortants vont se représenter. Et l'âge n'a jamais été un problème, parce qu'il y a des maires qui sont âgés, très âgés, qui tiennent des villes, des villages et qui sont appréciés. Ça ne pose pas de problème alors. Et je pense que l'âge n'est absolument pas, d'autant plus en France, n'est absolument pas un critère. Non. Spécialiste des élus sur ce plateau, justement, Guillaume Doyen. Oui, j'ai posé la question à un maire, justement, la semaine dernière. Il dit alors, un maire très âgé et un maire très jeune, c'est ça? C'était un maire d'âge moyen. Il me dit, mais tous ceux qui vous disent qu'ils ne vont pas se représenter, à part les très âgés, en vérité, vont se représenter parce qu'ils aiment ça, parce que leurs électeurs continuent à les soutenir. Donc, il n'y aura pas de dégagisme municipal. Et quand, en effet, il y avait ce dégagisme qui a eu lieu à l'Assemblée, on en revient quand même. On n'est pas face à une Assemblée très satisfaisante. On peut dire quand même qu'on a un problème de niveau général des députés aujourd'hui. De toute façon, il y a un paradoxe. On demande aux gens de travailler de plus en plus tard, on privilégie l'activité le plus tard possible, etc. Et on leur demande de moins s'engager en politique parce qu'ils vieillissent. C'est pas tout à fait logique, ça non plus. Non, c'est pas logique. Puis c'est pas non plus logique de dire que la politique, n'importe qui peut en faire ou débotter n'importe comment. C'est pas vrai en réalité. C'est faux. C'est faux. Pour faire un bon député, si vous avez été au moins conseiller municipal ou maire adjoint, c'est déjà quelque chose. Vous connaissez les gens, même président du club de foot local. C'est important de s'être investi. Si du jour au lendemain, vous passez de votre poste de cadre à un poste de parlementaire, vous avez du mal. Et on les voit aujourd'hui avoir du mal à rentrer au bout de 2 ans, quand même. Au bout de 2 ans, un certain nombre ne sont pas au niveau. Je parle des marcheurs. LR, ils doivent d'urgence trouver une nouvelle génération, un peu comme au Rassemblement national. On parlait tout à l'heure avec Sébastien Chenu, porte-parole, qui vient d'LR d'ailleurs, qui est maintenant porte-parole du Rassemblement national. On parlait de Jordan Bardella. Il y a une bardélisation des choses à faire à LR, pour LR, une mue à opérer. Pour LR, il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est de trouver une ligne, c'est de savoir où on habite. Voilà. Donc, quand j'entends certains cadres dire qu'il faut aller vers le centre, en fait, le centre droit, ça s'appelle La République En Marche, Emmanuel Macron. Donc, ça va être un peu compliqué. Ou alors l'UDI, on se souvient qu'on fait 2% aux européennes d'ailleurs. Donc, la première chose à trouver, c'est une ligne. Moi, je pense qu'aux Républicains, il y a des jeunes députés, dont c'est la première élection, qui siègent à l'Assemblée nationale et étiquetés LR. Ils sont inaudibles. On ne les entend pas, on les entend peu, en tout cas par un ou deux qui se détachent, sinon ils sont totalement inaudibles. Donc pour LR, le grand chantier, c'est de savoir où on habite et ce qu'on fait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'étiquette « les Républicains » pour une élection locale n'est pas totalement démonétisée? Je pose la question. On va la poser à Guillaume Doyen d'ailleurs. Oui, mais toutes les étiquettes le sont en fait maintenant. Les maires n'auront pas envie d'afficher quelque étiquette que ce soit, ça rapporte plus grand-chose. Les électeurs ne le souhaitent pas non plus. Puis quant à LR, la question qui se pose à eux, dans ce que j'entends, c'est au fond, comment mourir le plus dignement possible pour ce parti? C'est comment petit à petit partir un coup vers le centre droit et une partie vers l'extrême droite. C'est ça. Ouais. Et tout ça sans le dire en réalité. C'est en ça que l'initiative de Gérard Larcher est intéressante. La première chose qu'il a dite, c'est je vais faire un tour de France, mais attention, hors du parti. Ça n'a rien à voir avec LR. On fait un état des lieux, mais avec le choix hors LR. Où il décide de ça, Valérie Pécresse s'en va. Il voit bien qu'il ne peut pas s'appuyer sur le parti, surtout. Ça veut bien dire, quand on ne peut pas s'appuyer sur un parti, ça veut dire quoi? Ça veut au mieux que le parti n'est pas en très bonne santé. Bon, voilà, moi je veux bien qu'on appelle... Mais on nous a expliqué pendant des années, tous les politologues, probablement certains d'entre vous également, qu'on ne pouvait pas être élu sans un appareil politique. Et que le parti, c'était la garantie d'avoir un appareil. Des militants, j'allais dire des couleurs d'affiches, de l'argent, etc. C'est plus vrai du tout depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Depuis la fin du cumul des mandats, on a séparé le député du maire. Le maire, effectivement, pouvait encore être tenu par l'appareil partisan lorsqu'il avait besoin d'être investi pour la députation, par exemple, ou pour les sénatoriales. Aujourd'hui, le maire est dans son coin, il est élu sur son nom, il n'a pas besoin de moyens énormes pour être élu. Donc on a fait, en réalité, les Français soutiennent la fin du cumul des mandats. Ils ne se rendent pas compte des effets concrets que ça a eu lieu, qui ont eu lieu sur la vie politique. Merci. Oui, non, juste un petit mot sur le cumul de mandats, effectivement, que c'était une bêtise, pour ne pas dire autre chose, incroyable, une rupture avec les territoires grande pour beaucoup de députés. Merci Pierre Dumazeau, directeur de la rédaction de la Lettre de l'Expansion. Merci Guillaume Doyen, directeur des rédactions de la Gazette des communes, des départements et des régions.
On passe au Zap Matin, messieurs, on va le regarder ensemble. Ce qui s'est passé ce week-end dans les émissions politiques, hier soir dans les journaux télévisés, bien sûr, et ce matin dans les autres matinales d'infos chez nos confrères. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il est urgent d'affronter la réalité climatique, déclare Nicolas Hulot dans une interview à Ouest France, et de poursuivre. Nous devons absolument nous rassembler au-delà de toutes nos barrières politiques, religieuses, pour changer nos modes de vie. En temps de guerre, on est capable de s'unir sur l'essentiel et nous sommes en guerre. C'est un fait que sa parole est amoindrie par son passage gouvernemental. On ne va pas épiloguer là-dessus. Et en même temps, ce qu'il pointe, c'est une réalité. Nous sommes dans une guerre à l'effet de serre. Si nous ne voulons pas mener cette guerre, nous en subirons directement les conséquences. C'est-à-dire que nous subirons les dégâts que nous voyons là aujourd'hui avec la canicule. Moi j'ai entendu Nicolas Hulot ce week-end qui disait qu'il faut s'unir tous ensemble. Si vraiment Yannick Jadot est persuadé qu'il y a urgence à agir, qu'il arrête de passer son temps à critiquer et qu'il vienne se retrousser les manches avec nous. Ça suffit maintenant. Les gens qui restent sur le bord de la route et qui comptent les points. Ils vous fait la leçon, quoi. C'est ça qui vous agace. Oui, mais enfin c'est pas nouveau. Hein. Ça fait très longtemps que c'est comme ça. Moi c'est pour ça que j'ai quitté Europe Écologie Les Verts. Ce Big Bang, ça dit l'ambition, c'est-à-dire qu'à l'issue des élections européennes, on a estimé qu'il y avait une forme d'onde de choc, d'électrochoc même, et qu'il fallait prendre la mesure du paysage politique qui était en train de se cristalliser dans notre pays. Big Bang de la gauche, ça fait à peu près 50 fois qu'on en entend parler depuis des années et ça ne marche pas. Donc j'ai l'impression, d'ailleurs ils font ça dans un cirque qui s'aelle le cirque Robin. C'est tout à fait significatif. Moi j'aurais pas pris ce lieu-là, mais oui. Bon voilà. Moi j'ai regardé un petit peu les intervenants, j'ai regardé un petit peu ce qui se dégageait de ce grand Big Bang. En fait c'est la confusion à tous les étages. Et la France Insoumise, comme les Républicains d'ailleurs, ont été laminés parce que ce sont des partis de la confusion. Qui remplacera Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne? Les dirigeants sont actuellement réunis lors d'un sommet de crise à Bruxelles. Et donc il y a eu tout un travail de consultation qui se poursuit. Donald Tusk en donnera tout à l'heure la réponse. Mais il faut qu'il y ait en effet des femmes et des hommes qui viennent aussi de l'Est de l'Europe dans l'équation finale, et il faut qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Après, pour moi, c'est le critère de la compétence et de la cohérence par rapport au projet qui a toujours été le guide. Et donc pour nous, ce qui est important, et c'est aussi pour ça que ces discussions sont des discussions qui traînent un peu en longueur, c'est important d'être d'accord sur l'ambition, le mandat qu'on donne à la Commission européenne avant de se mettre d'accord sur des noms. J'avais donné les critères de cette nouvelle équipe. La compétence, en citant plusieurs noms, Michel Barnier, Margrethe Vestager, Frans Timmermans, entre autres. Ça dit aussi le manque de leadership sur la scène européenne, et on a l'impression parfois que cette Union européenne va un peu à volo, qu'elle navigue à vue. Voilà, troisième partie de cette édition avec Territoire Sénat qui démarre dans un instant, et on s'y retrouve. À tout de suite. Allez.